Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je- J'ai plein de choses à vous présenter et puis des choses un peu magiques. Euh, ouais. Écoutez, on va commencer par une petite citation de Pessoa, un petit poème qu'on trouve dans Jeux, une petite anthologie avec des illustrations de Ghislaine Herbera aux éditions Chandaigne. Et la traduction est de Patrick Tillier. C'est une très très belle petite anthologie. Et voilà l'illustration du poème que je vais vous lire. On le dit, on l'oublie. Ne le dit, l'aurait dit. On le fait, c'est fatal. Ne le fait, c'est égal. Pourquoi donc espérer? Car tout n'est que rêver. Voilà, écoutez, j'espère que ce soir, vous allez rêver. Euh, N'hésitez pas à intervenir, à me parler des livres que vous avez lus dans la semaine, euh, ou des coups de cœur, de trucs comme ça, des choses que vous avez vécues autour du livre, euh, parce que moi j'en parle, mais c'est aussi Twitch, l'avantage c'est on peut partager. Donc, alors, première chose que je vous parle, c'est, je ne sais pas comment son nom se prononce exactement, c'est la Hatine d'Emirtas, et tournera la roue. C'est Dominique de la librairie à Fribourg. Comment ça s'appelle cette librairie? Albert Legrand, librairie Albert Legrand, qui m'a dit écoute, cet auteur, c'est vraiment très chouette. En fait, c'est un auteur qui est emprisonné. Il y a 14 nouvelles de l'intime au politique qui nous font découvrir la société turque, les inégalités, les genres, les minorités et leurs rêves. Quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, on les reconnaît. Ces gens ordinaires qui incarnent un jour une forme de résistance. Avec lucidité, humour et bienveillance, Demirtas dresse un tableau d'une Turquie authentique d'ouest en est, du nord au sud pour le meilleur et pour le pire. Donc c'est un Kurde de Turquie. Il est incarcéré depuis le 4 novembre 2016 en Turquie et encourt une peine de 183 ans. Entre 2014 et 2018, il a été le leader incontesté du Parti démocratique des peuples, un parti d'opposition progressiste pro-kurde et féministe, dont il reste un militant important depuis sa cellule. En prison, il est devenu écrivain, notamment avec l'Aurore, traduit dans une douzaine de langues. Voilà. Camille Laurence, dans Le Monde, disait « Et c'est finalement de cette galerie de portraits intimistes ou révoltés, drôles ou touchants, que surgit l'efficacité politique. » Alors, c'est difficile de vous lire un extrait, parce qu'en fait, c'est des nouvelles qui sont vraiment... qui se tiennent vraiment. Moi, j'en ai lu 5, et c'est vraiment très chouette. On a l'impression d'être avec lui, et c'est une belle découverte. Donc voilà, je vous incite. Vous trouverez les sources sur mon site demain. Euh, voilà, je vous ai mis le lien. Si vous avez envie de... Ah oui, donc alors, là je vous ai dit que c'était chez Chandaigne, et là je vous dis pas, c'est Point Seuil. si je, Au moins vous sachiez, l'éditeur, si des fois vous allez en librairie. Hier j'étais à Paris, ce matin aussi, je suis revenu aujourd'hui, et j'ai rencontré Vincent Guillier de Voix de Garage, et une petite nouveauté chez lui. Mark Twain, Old Fashioned Printer. Je vous le fais voir comme ça. Donc, c'est de la typo. Voilà. Regardez comme c'est beau. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Et le mieux pour en parler, c'est quand même Vincent. Donc je lui ai dit, est-ce que tu peux m'en parler un peu? Donc, il s'agit du fonctionnement d'une imprimerie de ville, lorsque tout était encore fait manuellement avant 1880. Sur un ton humoristique, qui n'est peut-être pas si exagéré que cela, Twain explique comment on bricolait une feuille de chou. Je vous en lirai un petit extrait.
Les journaux anarchistes étaient du même format. À vrai dire, juste une feuille de mauvais papier imprimée recto verso et pliée en deux. C'était ça un journal. Il en dit assez long sur le côté très rustique de ces imprimeries qui étaient alors dans tous les petits bourgs, aussi bien en Amérique qu'en Europe. Ces points communs sont troublants et riches d'enseignements sur ce qu'est devenu la typo au cours du XXe siècle. Il est aussi amusant de remarquer que les typographes étaient sans illusion sur la manipulation de l'information. C'est un document assez rare et inédit, puisque jamais publié, à ma connaissance, en français. Il y a des détails aussi à remarquer, par exemple, que le papier était roulé et imbibé. Cela veut dire que Twain a travaillé sur des presses à bras dont on devait humidifier les feuilles pour mieux imprimer. Et quand on roulait les feuilles, cela veut dire que l'on faisait un tirage d'au moins 1000 sur une presse à cylindre. Par ailleurs, il a fallu traduire l'argot des typographes américains en argot des typographes français. Ainsi, l'équivalent d'un attrape-science en français est un petit loup en américain. Le plus drôle, c'est que je travaille avec le même modèle de machine. J'en ai imprimé 300 pour l'occasion. La couverture est imprimée avec des caractères d'au moins 100 ans d'âge, dans le goût des ouvrages de luxe de poésie des années 1820. Bref, c'est une espèce de provocation sur l'emballage. Voilà. Et je vous lis la quatrième de couverture. Non seulement journaliste et écrivain, Mark Twain fut typographe. S'il évoque un âge révolu, c'est pour rappeler l'origine des petits imprimés de ville et de campagne. De nos jours, c'est pourtant ainsi que les voies de garage continuent d'exister. Place à la nouvelle économie politique de l'art. Et entre parenthèses, il est possible d'échanger ce livre contre des légumes. Et Vincent me disait qu'en fait, ce principe du colportage, c'était aussi ça, c'était le fait d'échanger des écrits contre autre chose. Et c'est traduit de l'américain par Rodolphe Delacroix. Voilà, je vous en lis un petit. Alors, à la fin, vous avez effectivement un petit glossaire, nota bene, ici. Achevé d'imprimer un jour ordinaire à l'imprimerie du bout du monde sur presse à pédale en 2022. Et donc, il y a un nota bene, donc attrape-science, surnom de l'apprenti typo. Voilà, galet, plateau en zinc destiné à poser en attente les paquets de lettres avant mise en forme. Enfin voilà. Alors, je vous lis juste un petit extrait. Je trouve ça c'est vraiment magnifique. J'emballais les journaux destinés aux courriers. Nous avions une centaine d'abonnés dans le village et 350 autres dans la campagne environnante. Les abonnés du village payaient en denrées diverses et ceux des campagnes en choux et en bois de chauffage, quand ils payaient tout court, ce qui ne se produisait guère qu'à l'occasion, si bien que nous le signalions toujours dans le journal afin de passer un coup de brosse à reluire. Et si nous omettions de le faire, ils mettaient fin à leur souscription. Et puis le texte commence comme ça. L'imprimeur d'autrefois, discours aux maîtres imprimeurs, donné chez Delmonico le 18 janvier 1886 pour commémorer l'anniversaire de Benjamin Franklin. Les réminiscences historiques du président au sujet de Gutenberg me font replonger à mon tour dans les miennes, étant moi-même une sorte d'antiquité. Toute chose change à mesure que les ans se succèdent, et il est fort possible que je me trouve à présent parmi des étrangers. Possible que l'imprimeur d'aujourd'hui ne soit plus l'imprimeur d'il y a 35 ans. Je n'étais pas pour cet homme-là un étranger. Je l'ai bien connu. J'ai allumé son feu lors des matins d'hiver. Voilà. Donc, voilà. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment très beau. Si vous voulez avoir ces bouquins, sur Facebook, vous avez Vincent Guillier, il n'a pas de site internet. Vous le contactez directement, ou édition de Voix de Garage aussi. Et puis pour la Suisse, vous pouvez passer par moi, et je vous dirai quelle est la librairie la plus proche qui en a. Voilà, il y a pas mal de librairies, il y a 8 ou 9 librairies en Suisse romande qui ont les livres, qui n'ont pas celui-là encore, puisqu'il vient tout juste d'arriver. Mais si besoin, je vais les porter. Voilà, je fais des colportages aussi. Voilà. Le sabot.
une revue littéraire de sabotage qui vient de paraître. Moi, j'adore cette revue. C'est vraiment génial. En fait, ils ont groupé. Il y a eu plusieurs numéros du sabot qui ont été regroupés. Et dans celui-ci, il y a des thématiques. Enfin, dans le précédent aussi, mais dans celui-ci, il y a des thématiques qui sont la terre, la soif, la honte. Il y a saboter la ville et saboter le piège aussi. Et c'est vraiment, c'est une revue qui est vraiment très chouette, avec pas mal d'illustrations, pas mal de dessins, il y a de la poésie, il y a des textes de réflexion. C'est vraiment, alors vous passerez vraiment un bon moment sur des thèmes vraiment différents. Je vais vous lire quelques extraits. D'abord, un texte de Marcel Moreau, qui est extrait de Solitude, aux éditions Accent, 1982. Un jour, tu rêvas que tu devenais un aigle. Tu ne réussis qu'à être un énorme oiseau qui préférait la terre au ciel. Aujourd'hui, les pattes enfoncées dans le sol, tu regardes du fond de tes blessures l'altitude aléatoire où planent encore quelques-uns de tes derniers songes de poète ailé. Il ne te reste plus qu'à espérer en la compréhension des charognards, les hommes, tes semblables ou leurs caricatures. Mais voilà, autour de toi, de tes saintes tripes de fauves, tu les sens déjà qui rôdent. Ils attendent que tu pousses ton ultime cri de vie. Ils voudraient bien becqueter dans ton ventre mort pour en recevoir des certitudes sur leur propre existence. Pourtant, même refroidis, tes énergies les brûleront, les frapperont au visage, eux qui n'avaient jamais su t'aimer que vaincus. Voilà, c'est Marcel Moreau. Alors, le sabot, c'est édition Le Sabot. Voilà, il y a un bulletin d'abonnement, mais ça je vous en parlerai après. J'adore cette illustration qui illustre ce poème qui s'appelle Anthropocène. Donc l'illustration est de Quentin Auger et le texte est de Clément Gustin. Anthropocène. Que l'on se cache dans un miracle avorté, dans la béatitude feinte ou dans l'espoir inachevé, l'avenir gît et coule dans nos veines mentales. Il gît, instable, muet et pâle. Disons simplement que la fin s'approche de l'inachevé, et que l'évidence du pire peut faire faiblir la raison jusqu'au déni. Les signes avant-coureurs, aussi nombreux soient-ils, n'en restent que des signes. Il est tard. Si tard, l'on est peut-être mort de notre sommeil. Cela fait si longtemps. Cela a-t-il jamais cessé? Comment a-t-on tenu tant de temps? Cela a tant duré. La terre se referme sur nos destinées solitaires, nos vies atomisées, fragmentées, cellulaires. La terre se referme et chacun veille à sa vie, l'un à côté de l'autre. La terre se referme. Nous lui sommes étrangers. À qui en revient la faute? Et du néant, nous cherchons à toucher les bords comme s'ils pouvaient nous héberger, nous servir de refuge. Et si au-delà des néons, des tours illuminées du centre du glacis de l'image, il n'y avait plus de lumière? Si derrière ce mouvement se brisait net, précaire l'équilibre jusqu'au point de non-retour, serait-on à même de retenir la bascule de l'élan à l'arrêt? Combien coûterait la chute? Toutes ces futures légendes qui surgiront à l'extrémité dernière du temps. Si peu d'hommes vécurent, diront-elles, si peu d'hommes. Et tout sera vénération dans l'attente incertaine. Je trouve ce poème vraiment assez extraordinaire. J'aurais envie de l'afficher, de le distribuer. Enfin, il est magnifique, je trouve. Vraiment splendide. Alors, ah oui, je voulais vous faire voir. On n'a plus de forêt, mais on a la 5G. Et voilà, on est toujours sur le dossier de la Terre. Et un dernier petit texte. Ah ouais, j'avais trouvé ça marrant. C'est l'annonce de la création du MRR.
Voilà. Annonce de la création du MRR. Le MRR n'est pas Mouvement Radical Revolver, Massive Riposte Rapidos, miroir des rages et des ruées, Margot Reine Reusta, marée rouillée des regrets, mélodrame remué des remords, magie des radeaux récalcitrants, mirador rouge et rétractable, maman rapide à la rescousse, méga feu risqué des ressentiments. Mais bien, le maquis des randonneuses romantiques, le maquis des randonneurs romantiques. Le MRR est né du constat de la conformité vestimentaire calibrée des randonneurs contemporains. Normativité des esprits étriqués dans textiles optimisés entre chaleur, respirabilité et imperméabilité. Chaussures de randonnée, 3 couches de sécurité. Uniformisation terne du déguisement, vêtements à l'allure dite sportive pour création d'un loisir bien-être balisé, alliant consommation du paysage à la marchandisation de l'espace et du temps. Pourquoi accepter de s'affubler de pareils oripeaux, confinant l'imaginaire et réduisant l'expérience au seul critère de sa praticité par une opération d'uniformisation visuelle des corps technicisés? Non. Le MRR vous encourage à arpenter à grandes enjambées les chemins de votre imaginaire, prendre le maquis, joli, désirer vaguer. Histoire rapide de la marche. La marche subie des classes pauvres, la marche volontaire des classes riches, lasse et éprise d'aventure, la marche à prix moyen pour tous, à condition de suivre les balises, ne pas quitter la piste, ne pas marcher sur la pelouse, s'acquitter de la gabelle, dire bonjour à la dame. Partons à l'assaut des sentiers sinueux. Au XIIe siècle, l'ancien verbe randonner avec un seul N, ou randonner avec 2 N, signifiait courir rapidement, impétueusement, de randon ou à randon, avec le sens de à toute vitesse, avec force. J'ai impétueux et violent. Le terme randonnée est sorti de l'usage, mais a survécu dans le langage courant en Normandie et en Picardie sous courir après quelqu'un en faisant du bruit. Forts et forts de ce détour, nous disons qu'il s'agit maintenant de reprendre le sentier aux douaniers. Le MRR aime battre la campagne. Cependant, si vous vivez en ville, pas d'inquiétude. Le MRR s'amuse aussi follement à battre le pavé. Alors, hors des sentiers battus, prenez le maquis, vive le MRR. Bonsoir, Sam. Voilà. Alors, je vous ai dit qu'il y avait des abonnements. J'avais trouvé un truc assez marrant. Tac. C'était sous le dessin, je crois que je vous ai montré. Il y en a des terribles quand même. Je ne peux pas tout vous montrer, mais il y a des choses assez extraordinaires dans ça. Celui sur la honte est terrible, hein. C'est vraiment très chouette. Des textes vraiment magnifiques. Celui sur la soif aussi est pas mal avec... je viens de voir une image de Depardieu intitulée « Hydratez-vous ». Voilà, que j'ai lu, qui était pas mal. Et je reviens avec... je crois que c'est dans le premier le dossier Benalla avec... ça va être dans le premier, je crois que j'ai vu ça. Où est-ce que j'ai vu ça? Excusez-moi, je suis pas très efficace. Bon, je ne retrouve pas. Bon, c'est pas grave. Il y a un bulletin d'abonnement à la revue Le Sabot. 4 € par numéro. Voilà. Et je m'abonne pour 1 an, 4 numéros, 16 €. Franchement, 4 € le numéro. Et c'est même pas fabriqué par des petites mains. Hein. C'est vraiment incroyable. Incroyable ce truc. Enfin, moi, abonnez-vous, ça vaut vraiment le coup. C'est 3 heures de lecture, 3-4 heures, qui valent vraiment. Enfin voilà. Alors, donc j'étais à Albert-le-Grand. J'étais aussi au boulevard à Genève. Et là, c'est un éditeur que j'adore. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Un éditeur marseillais qui s'appelle Le Port à Jauny. Et il y avait celui-ci que je ne connais pas. Alors, Le Port à Jauny, c'est... tous ceux que je connais sont en bilingue français-arabe. Et celui-ci, donc, c'est Poème en paysage.
Voilà, je vous fais voir comment ça se présente. Voilà, comme ça, avec une illustration. Et donc, c'est Géraldine Heredia, donc, qui anime des ateliers d'écriture, qui est née en 73 dans le sud de la France et qui travaille dans une association d'éducation populaire, et Clotilde Staès, qui explore la gravure comme une cuisine graphique artisanale. Pour Poèmes en paysage, les gravures sont des eaux-fortes colorées. Elle a fondé les Dompteurs de papier, collectif artistique et petite maison d'édition dans le sud de l'Ardèche, que j'irai découvrir parce que je ne connais pas du tout cette maison d'édition. Viens. L'été, une pluie lourde dit les odeurs de la terre. Un vent chaud se lève. Allez, viens, on part. Mets tes chaussures. On va prendre un chemin et puis un autre. On mangera du fromage et des figues. On se baignera la nuit. On siestera à midi. Allez, viens. Les villes seront belles et les forêts lumineuses. On fera l'école au milieu des champs. On comptera les étoiles et les péninsules. Viens. Le temps n'appartient plus à la conjugaison. Nous avons trop attendu. Viens. C'est magnifique. J'adore. C'est vraiment un éditeur, un gros coup de cœur sur cet éditeur. Et Brume et pluie. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus de montagnes. Il n'y a plus de collines non plus. Les sapins, on ne les voit pas. Aujourd'hui est un jour de brume et de pluie. Aujourd'hui est un jour sans paysage. Dans la rue, les façades rouges et ocre, les couleurs de novembre de l'érable sont comme les premiers traits colorés d'un tableau que le peintre ne terminera pas. Voilà, ouais, c'est vraiment, vraiment petit bijou. N'hésitez pas, allez voir tout leur catalogue. Moi, j'ai découvert cet éditeur grâce à Bibliomédia à Lausanne, qui un jour faisait une exposition de leurs livres et puis de leur travail. C'était vraiment très chouette. Et voilà. Dites-moi ce que vous avez lu. N'hésitez pas. Je continue à parler comme ça, mais voilà. Ça, c'est un bouquin qui vient de paraître. En fait, c'est une nouvelle édition. Moi, j'ai toujours au PUF, Presse universitaire de France, et ça vient de ressortir. Il était totalement épuisé aux éditions du Canoë. Michel Thévaux, Les Écrits bruts. Pour moi, c'est vraiment l'ouvrage de référence sur les écrits bruts. Je pense que si on lit celui-ci, on n'a pas... je suis mal placé, hein, j'ai une étagère complète sur les écrits bruts, mais on a une étagère complète sur les écrits bruts, avec mon amoureuse. Mais pour moi, c'est vraiment l'ouvrage de référence sur les écrits bruts, et voilà, c'est donc avec une préface de Jean Dubuffet. Alors c'est amusant parce que dans l'édition PUF, c'était une postface de Dubuffet. En fait, ça a été un peu remanié, rebougé, mais c'est vraiment un bouquin hyper intéressant. Hier, j'étais à Paris pour le conseil d'administration du salon L'Autre Livre, qui aura lieu au mois d'avril. Je vous en reparlerai, mais il faudra venir. L'édition indépendante, des éditeurs indépendants qui seront là-bas, au Palais de la Femme. Ça sera en même temps que le salon, enfin je sais même pas si on peut appeler ça un salon, enfin Livre Paris, salon du livre, anciennement Salon du livre de Paris, je sais plus comment ça s'appelle, qui vient aujourd'hui de refuser il y a des négociations depuis pas mal de temps pour essayer de trouver un accord avec les petits éditeurs et les éditeurs régionaux. Et finalement, ça va pas se faire. Les éditeurs régionaux ne seront pas là-bas. À l'autre livre, il y en aura. Voilà. Entre autres, je crois qu'il y a pas mal d'éditeurs de Rhône-Alpes, Auvergne, Rhône-Alpes, je crois. Voilà. Alors, un bouquin que j'ai adoré, La Révolution territoriale. Alors, c'est un éditeur, je vous en ai déjà parlé, mais pour moi, c'est vraiment un bouquin superbe que j'ai eu chez Payot à Lausanne, Épinay. C'est Manifeste pour une révolution territoriale et c'est Tribu Architecture. Je vais vous lire le préambule parce que ça donne le cadre de l'ouvrage. C'est difficile pareil de vous lire un extrait, mais le préambule est très intéressant.
Avec l'architecture, tu ne feras pas la révolution. Mais la révolution ne suffit pas pour faire l'architecture. L'homme a besoin des deux. Luigi Snozzi. Chère lectrice, cher lecteur, ce manifeste est né du sentiment d'urgence et de la nécessité d'agir. Les mots y sont affirmés, bruts, sans fioriture. Ils traduisent l'impératif d'avancer vite, même s'ils reflètent des mois de réflexion et de doute. La santé de la planète est préoccupante. Le monde tel que nous le connaissons présente des risques de mutation qui ont déjà d'importantes conséquences sociales et démographiques. Toutes les régions du monde seront à terme, de près ou de loin, directement ou indirectement concernées. L'humanité se retrouve face au plus grand défi de son histoire, démontrer que sa capacité d'action lui permettra de répondre à temps à l'ultimatum que la planète lui fixe. Nous sommes le bureau Tribu, architecture à Lausanne. En plus de nos activités en architecture et en urbanisme, nous faisons de la sensibilisation à l'environnement construit. Nous menons des démarches participatives, nous nous engageons au sein d'associations et de partis politiques. Nous avons fondé une coopérative d'habitants, lancé une coopérative alimentaire et agricole. Nous organisons des cycles de conférences, nous écrivons régulièrement des modes d'emploi, des livres, des publications et des articles. En tant qu'architectes et urbanistes, écologistes et citoyens, nous nous considérons directement concernés par l'état du monde. Les changements nécessaires n'épargneront pas le territoire. Des actions sont possibles, mais elles doivent être plus profondes et plus radicales que les mesurettes qui font aujourd'hui consensus. Nos propositions pour un projet de territoire donnent un aperçu de la profondeur des changements réalisés, autant dans l'espace que dans nos têtes. Nous avons encore une chance de transformer nos pratiques. Depuis plus de 20 ans, les professionnels de l'urbanisme et de l'architecture dont nous sommes cherchent des solutions pour un aménagement durable de notre territoire. Nous avons défendu les préceptes du développement durable, comme ceux de la transition, mais ces termes ont trop souvent été récupérés pour justifier les projets de greenwashing les plus insignifiants. Développement durable et transition supposent une évolution qui s'inscrit dans la durée. Nous avons besoin de temps, mais nous n'en avons pas. C'est pourquoi nous proposons avec ce manifeste de dépasser ces notions et appelons à l'écologie sans transition, à l'action et à la révolution. Nos pratiques professionnelles sont soumises au même tiraillement. Elles se situent à cheval entre un monde et le suivant, entre la théorie et la pratique, entre des choix citoyens et professionnels, entre l'urgence écologique et le temps nécessaire à l'assimilation de tous ces concepts. Nous choisissons d'accepter ces paradoxes et invitons le lecteur à faire de même. Ce sera toujours mieux que l'inaction. Bonne lecture. Pour Tribu Architecture, Laurent Guidetti. Alors, je vais juste vous lire la table des matières. C'est extrêmement intéressant. En plus, il y a des sources partout. C'est vraiment... est-ce qu'il y a une table des matières? Non, il n'y a pas de table des matières. Donc, je ne vais pas vous la lire s'il n'y a pas de table des matières. Non. Mais en fait, on passe par des... Tiens, c'est marrant qu'il y ait pas de table des matières. Ah si, elle est au début. Donc, il y a différents gros thèmes qui sont terre, territoire, inaction, urbanisme, mobilité, habitat, agriculture. Tout ça, ça se trouve dans Humus. Dans la première partie qui s'appelle Hubris, il y a terre. Non, pardon. Dans Hubris, il y a terre, territoire, inaction. Dans Humus, urbanisme, mobilité, habitat et agriculture. Dans Cultura, accepter, changer, faire. Voilà. Et après, il y a des notes, bibliographies, impressions. Voilà. Vraiment hyper intéressant. Tribu. Voilà. Magnifique. Je ne sais pas si vous savez que Jacques Abeille est décédé. Moi, j'en avais entendu parler souvent par rapport à sa poésie, mais j'ai jamais lu de poésie. Puis quand j'étais à Albert le Grand, voilà, tiens, Albert le Grand, à Fribourg, je demande à Dominique, je lui dis, mais tu as des bouquins de... Puis elle me dit, ben, j'ai juste celui-ci. Et c'est quand même marrant parce que je vous embête, je sais pas, mais toutes les fins de Twitch avec une partie de la statue de Condillac retouchée. Et là, on est dans les statuaires. C'est un truc assez fou, avec en fait j'en suis tout au début, hein, des personnes, mais j'adore ce livre, l'écriture est incroyable.
des personnes qui font pousser des statues. Voilà. En vérité, je ne sais d'où ces statues tiennent cet air de présenter, chacune à sa manière, une déchirure profonde et secrète. Mais comment n'en serait-on pas touché? À une époque indéterminée, un voyageur parcourt un monde mystérieux où, dans des domaines protégés par de vastes enceintes, les hommes cultivent des statues. Inlassablement, les jardiniers plantent, soignent et transplantent les pierres. S'ils acceptent de guider l'explorateur dans leur étrange contrée, lui disent-ils, pardon, s'ils acceptent de guider l'explorateur dans leur étrange contrée, lui disent-ils tout des règles de leur société. À la fois récits d'aventure, contes initiatiques et rêves éveillés, les jardins statuaires fascinent par son ampleur et évoquent les œuvres de Tolkien ou d'Ursula Le Guin. Tapuscrits égarés, malchance et incendie ont concouru pendant 30 ans à l'occultation de ce roman sans équivalent dans les lettres françaises. Ah ouais, c'est un truc incroyable. Hein. Voilà. Donc je vous en dirai plus parce que je suis en train de le lire et je suis assez ébloui par la forme d'écriture. Ça me plaît beaucoup. Voilà, je reviendrai dessus. Ah tiens, je vais faire un piqué lu. Il y a longtemps que je l'ai pas fait. Petit piqué lu. Allez, ça c'est un bouquin que j'ai adoré. C'est un bouquin. J'étais dans le sud de la France. J'ai pas pu m'arrêter de le lire. Je suis sorti sur le balcon pour prendre l'air, pour respirer un moment. Et j'ai fini dans la nuit. Il fait un peu plus de 500 pages. Une perche en fibre de verre jaune était attachée sur le toit de la fourgonnette, transportant les 4 nouveaux prisonniers, accompagnés de 2 gardiens. Les gardiens discutaient de leur dernier week-end à la pêche et de la douzaine de truites qu'ils avaient prises. Et gardien, fit soudain un prisonnier aux cheveux luisants de brillantine. Les 2 gardiens fixèrent un regard haineux sur celui qui venait d'interrompre leur discussion. « Excusez-moi de vous appeler gardien. C'est comme ça qu'on appelait les matons à la maison de correction d'où je viens. Mais le riz, à la prison, ils mettent pas du blé dedans au moins. C'est que moi, je supporte pas le blé à cause de l'odeur. » Alors, si vous trouvez le nom de l'auteur ou le titre du livre, je vous envoie un livre. Voilà, je vous en relirai un petit extrait. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez citer poser des questions. Je vous réponds. Vous voyez la tasse extra large. Je pense que ça c'est un cadeau très utile en fait. Voilà. Alors, dans les cadeaux, en fait, il se trouve que mon amoureuse, elle a eu ça comme cadeau. Et puis, moi, j'ai lu un autre livre de Dickinson, dont je vous ai parlé déjà. En fait, c'était assez drôle, parce que il y a eu comme ça des passerelles qui se sont faites. Et ça, c'est Emily Dickinson, Je cherche l'obscurité, traduit de l'anglais États-Unis par Françoise Heusbourg, aux éditions Une. Et je trouve que c'est une très très belle maison d'édition. C'est très joli, je trouve. Et en bilingue. Voilà. En fait, c'est assez marrant parce que je m'aperçois que dans les livres que je présente, il y en a quand même beaucoup en bilingue. J'adore le bilingue parce que je parle que français. C'est les paradoxes. Au bout de 100 ans, plus personne ne connaît l'endroit. La douleur qui a eu lieu ici, immobile comme la paix. Le chien dent triomphant s'est répandu. Des étrangers flânaient et épelaient l'orthographe solitaire des aînés trépassés. Les vents des champs d'été retrouvent le chemin, l'instinct ramassant la clé que la mémoire avait laissé tomber. Puis un petit deuxième. Trop rares sont les matins, trop maigres les nuits. Il n'est pas de logement pour les plaisirs qui viennent sur terre pour y rester, mais ne trouvent pas d'appartement et tournent bride. Craindre qu'ils ne viennent, voilà toute ma peur.
qu'en douce incarcérée, ici. Voilà. Emily Dickinson, Je cherche l'obscurité, aux éditions Une. Ah, et je vous ai pas dit, Jacques Abeille, c'est en folio, dans la collection SF, mais c'est assez drôle, parce que la science-fiction, ça veut pas dire grand-chose, en fait. Je m'aperçois que c'est... Enfin voilà, c'est pas obligatoirement... Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'on classe en SF un petit peu des écritures... la forme d'écriture en tant que telle peut être de la SF, sans que le fond soit obligatoirement de la SF. Il y a des romans qui peuvent traiter, pourquoi pas, planter ses statues. Enfin, voilà. Puis un autre ouvrage, pareil de mon amoureuse, également en bilingue, c'est un éditeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Epsilon Édition. Langston Hughes, La Panthère et le Fouet, traduction Pascal Neveu. Donc voilà, français, anglais. À terre où je suis, tant d'années à frapper aux portes, de mes 2 poings frappés si fort, tant d'années à tenter de monter là-haut, m'en suis brisé les chevilles et monté zéro. Tant d'années à grimper cette côte jusqu'à bout de souffle, j'ai eu mon compte. Je vais planter mes pieds, fermes au sol. Si vous me cherchez, voyez à terre. Et puis un deuxième, qui est beaucoup plus long, mais j'ai trouvé magnifique. Échange culturel. Dans le quartier des Noirs, où les portes sont des portes de papier, la poussière d'atomes miteux souffle un son grinçant d'informes feux follets font des cabrioles, et le vent n'attendra pas minuit pour souffler les portes en s'amusant. Près du fleuve et de la voie ferrée, d'un fluide lointain s'éloignant des frontières se reliant des liants, un tourbillon soufflant de sifflements. Ni train ni vapeur en partance. Léontine déballe ses affaires pourtant. Dans le quartier des Noirs, où la poignée de porte laisse entrer des leaders, plus qu'un Allemand n'en a jamais enduré, son grand-père d'autrefois, nom de son fait, dans une marmite de choux verts, mijote lentement. Chariot plié et déplié dans une mer de supermarché, et on ferait mieux de trouver, maman, où est la laverie pour gens de couleur, puisque nous sommes montés jusqu'à Mount Vernon. Dans la marmite derrière les portes en papier, sur le vieux poêle en fonte, qu'est-ce qui cuit? Qu'est-ce qu'on sent, Léontine? Un leader, un charmant leader, et une feuille de chou vert. Un charmant leader, Léontine. Tu sais, pile à Noël, on m'a demandé si ma noirceur pourrait s'effacer. J'ai dit, et ta mère? Rêves et cauchemars, cauchemars, rêves, oh! Rêver que les Noirs du Sud ont pris le dessus, ont balayé aux élections tous les Dixiecrats, hors du pouvoir. Voici venir l'heure des gens de couleur. Martin Luther King est gouverneur de Géorgie, le docteur Rufus Clement son conseiller principal. À Philippe Randolph son haut dignitaire. Dans de blancs manoirs à colonnades, assis sous leur vaste véranda, des Noirs nantis ont des domestiques blancs, des métayers blancs travaillent dans les plantations noires, et les enfants de couleur ont des nounous blanches. Nounou Phobus, Nounou Eastland, Nounou Wallace. Chère, très chère vieille nounou blanche chérie, parfois même enterrée avec notre famille. Chère vieille nounou Phobus. La culture, dit-on, est une voix à double sens. Passe-moi mon mint julep, nounou. Vite, dépêche-toi. C'est hyper intéressant. Je vais vous lire le 4e de couverture, ce qui éclaire pas mal ce poème. Langston Hughes, le plus illustre des poètes africains-américains du XXe siècle, rassemble dans ses pages un choix de poèmes, tous inédits en français, couvrant l'ensemble de sa production, ayant pour commun dénominateur le dilemme de la couleur, to be black or not to be black or not to be white, en montrant ainsi à quel point sa vie et son œuvre ont été marquées par ce lourd leitmotiv. Le caractère anthologique de ce recueil, sans doute composé pour être son dernier livre, est alors extrêmement délibéré, ou délibérément extrême. Le titre,
La panthère et le fouet attirent l'attention sur deux extrêmes d'une histoire encore inachevée. L'un des plus forts mouvements de lutte des années 1960 est l'esclavage. Le sous-titre, Poème de notre temps, résonne toujours comme une alarme intempestive. Ah, c'est marrant parce que le sous-titre est pas, voilà, le sous-titre est pas en première page en fait. Le sous-titre est, voilà, est là. Poème de notre temps. Voilà. Donc, Langston Hughes, La panthère et le fouet, traduction Pascal Neveu, aux éditions Ypsilon. Ouais, j'espère que vous allez bien. Ça parle pas beaucoup ce soir. Hein. C'est très calme. Moi, je pose pas beaucoup de questions non plus. Je vous laisse pas le temps. Faut pas hésiter, hein, même quand je parle, vous pouvez écrire. Tiens, je relis un extrait du Piquelu. Donc Piquelu, vous trouvez le nom de l'auteur ou le titre du livre et je vous envoie un livre. Dépassant les 4 cours de tennis et de squash et les 4 piscines, tous deux se dirigèrent vers la salle de musculation qui occupait l'ensemble du 2e étage. On y trouvait successivement un centre d'haltérophilie, un trampoline, des nattes pour la gymnastique au sol, des appareils de musculation avec des selles et des barres de fer, un tapis roulant avec des virages recouverts de neige artificielle pour s'entraîner au ski. C'est pas un livre qui est apparu pour les Jeux Olympiques de Pékin, hein, mais ça pourrait presque. Une salle d'entraînement de surf sur de vraies vagues qui bougeaient près d'une plage de sable et de polystyrène. Anémone sauta 10 fois sur le trampoline puis se dirigea vers la salle de musculation. Le matin, il y avait surtout des femmes. Dans l'entrée, flottaient des effluves de graisse frottées de poudre et de parfum. Sur la pelouse artificielle, les corps grassouillés boudinés dans les vêtements de sport blanc ressemblaient à des chenilles ou des larves de guêpes. C'est fabuleux ce livre. Je vous en dis pas plus. Allez, on continue avec les lectures de mon amoureuse. Eri De Luca. En bilingue. Voilà, parce que moi je lis la page de droite, puis elle lit la page de gauche. Aller simple, suivi de l'autre impénitent, traduit de l'italien par Daniel Valin, édition bilingue dans la collection Poésie Gallimard. Les enragés. À Vincenzo Andraus, détenu au long cours. Vince, autant des enragés. Nos nerfs sous glace craquaient tout seuls, plus rapides que nos yeux avant nos pensées. Quel genre d'embuscade était prête pour nous, et par nous pour les autres? Vince. Les années nous blanchissent, sans apprivoiser, quelque part sous l'écorce, un serpent se cambre soudain, son épine dorsale est la nôtre. Aujourd'hui, nous sommes essoufflés. Si quelqu'un nous insulte, nous sourions à demi, mais avec les yeux non. Les yeux vont regarder sa gorge. Insultés 2 fois, nous sourions jusqu'à ce que l'autre cesse. Mais 100 ans d'échine courbée n'ont pas appris à lécher la main. Eri De Luca, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Son combat contre le TGV, enfin, c'est incroyable. Promenade avec Amos Oz. Le long des remparts extérieurs de Jérusalem, où avant 1967 passait la frontière, et où les armes à feu cherchaient des corps à abattre, nous marchons, et il me montre les pierres lourdes comme du plomb. C'est un limpide matin de février. On ne parle pas de sang, mais d'eau. Je raconte le puits creusé dans mon champ, le bonheur du premier jet répandu sur la terre, eau partagée entre les arbres et la maison, peu, dosée et rendue, pour ne pas la gaspiller. Lui se souvient de l'eau pour se laver les dents. Après usage recueillie dans un seau, elle servait à nettoyer le sol, et puis, essorée de la serpillière, elle était versée sur le sillon planté d'oignons. Et ainsi, nous nous arrêtons pour faire un sourire. Nous sommes 2 personnes qui ont pris en compte les gouttes.
petit dernier. Je suis ce soir avec vous pour vous dire, dans cette salle siège une part d'assassins, de voleurs, de menteurs, de suicidaires, et moi je suis frère du pire, qui est dans un homme, en moi et en chacun, tel un frère jumeau. Je ne suis pas le juge du fils de mon père, je ne suis pas son gardien. J'aime celui qui soudain a honte, jette ses mains sur son visage et ainsi expie. Ce soir parmi nous, moi, j'aime l'ivrogne qui perd le chemin de sa maison. Voilà, Eri De Luca, Aller simple suivi de l'autre impénitent, traduit de l'italien par Daniel Valin, édition bilingue en poésie Gallimard. Bon alors, le piquet de nuit, c'était Murakami Ryu, les bébés de la consigne automatique. Pour vous raconter en 2 mots cette histoire complètement folle, ça se passe au Japon et non en Chine, comme je vous ai dit un petit peu tout à l'heure par rapport aux Jeux Olympiques, mais voilà. Ça se passe au Japon et il se trouve qu'au Japon, on abandonne les bébés dans les consignes automatiques. Ce livre raconte l'histoire de 2 bébés qui ont été déposés dans une consigne automatique, dans 2 casiers qui étaient côte à côte. Il se trouve qu'il y a un bébé qui va faire un peu plus de bruit et qui va faire en sorte qu'on trouve les 2 bébés. On va suivre la vie de ces 2 enfants qui vont devenir adultes, etc. Et un choc énorme à la fin, c'est pire que du Patricia Highsmith Smith, puisque Patricia Highsmith Smith, elle écrivait ses nouvelles, et puis quand vous lisiez la fin, vous étiez toujours... elle prenait tout le monde à contre-pied. Là, Murakami Ryu, je ne sais plus comment ça s'appelle, parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas ouvert, mais ça m'a totalement marqué. À la fin, il y a un truc, ça s'appelle comment ? C'est une page, je crois. 2 pages. Comment c'est ? Préface. Il y a un tout petit passage, mais très très court, qui en fait va dire que cette fiction, en fait, s'est passée. En gros. Et après avoir lu ça, vous dites waouh. Et donc c'est chez Piquet, Murakami Ryu. Si vous voulez passer 2-3 heures, 5 heures, 6 heures, je ne me rappelle plus combien, je sais pas, une nuit. Voilà, en une nuit c'est lu. Vous voulez passer une nuit, pensez à avoir un balcon pour aller souffler au milieu du bouquin, parce que c'est chaud, hein, c'est waouh. C'est assez terrible. Allez, avant de vous lire un petit morceau de Velan, je reviens sur ce Mark Twain, Old Fashioned Printer, qui vient tout juste de paraître chez Voix de Garage. Et je vous lis juste un petit passage. L'autre forme de remplissage consistait en profondes considérations philosophiques, dont nous supposions que personne ne les lisait jamais. Aussi en conservions-nous une galée prête à l'emploi, dont nous continuions à rebalancer les mêmes fournées éculées dans nos éditions de temps à autre, jusqu'à ce qu'il devint dangereux de le faire. Je revois cet atelier d'imprimeur des temps préhistoriques, avec ses actes de vente de chevaux sur les murs, ses castins D saturés de suif, parce que la nuit, nous posions toujours la chandelle dans le castin K, son torchon qui n'était pas considéré sale, tant qu'il ne tenait pas debout tout seul, et autres signes emblématiques qui caractérisaient ce type d'établissement dans la vallée du Mississippi. Voilà. Magnifique. Traduit donc de l'américain par Rodolphe Delacroix, qui vient tout juste de paraître, Mark Twain, 300 exemplaires, tirage à 300 exemplaires, Old Fashioned Printer, chez Voix de Garage. Allez. Eh ben écoutez, hop, je vais passer là-dessus.
C'était super cette réunion hier soir, ce conseil d'administration. Moi, je trouve ça génial. Euh, le fait de travailler avec des éditeurs indépendants, des personnes qui aiment le livre, qui sont passionnées par le livre depuis tout le temps et qui veulent faire avancer le livre. Et ça, je trouve ça géant. Je suis tellement content d'être dans ce groupe. Voilà, suivez. Je pense que il y a peut-être des choses au niveau des réseaux sociaux qui vont avancer sur l'autre livre. Abonnez-vous à la page, il y a une page Facebook. Je crois qu'il y a un Twitter aussi. Enfin, il va y avoir de la com autour de ça. Juste avant la statue de Condillac, je vous relis une petite phrase de ce bouquin que j'adore chez les Venterniers, je vous ai présenté la semaine dernière. Les gens qui luttent, de Jean-Marc Flau et dessin de Fanny Loger. Alors, qu'est-ce que je vous ai pas lu? C'est très beau ça. Les gens qui luttent passent à travers les murs de mou. Voilà. C'est beau, hein? J'adore ces petits bouquins. Voilà. C'est l'exemplaire numéro 967, fait à la main le 7 décembre 21. C'est vraiment... j'adore ça. J'adore ce genre de travail. Voilà, allez. On continue. Et on termine avec la statue de Condillac retouchée. Et là, le passage que je vais vous lire, c'est... En fait, il faut savoir que dans ce texte, entre autres, il y a beaucoup de jeux de mots, beaucoup de contrepétries. Il y a aussi des majuscules, des césures. Et à l'oral, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'essayer de rendre compte de tout ça. Ce qui n'est pas toujours facile. Mais on y va. Eh bien, que faut-il faire des riches? Faut-il les fusiller? Certes, proféra doucement Alyosha tout pâle, avec un sourire convulsif. C'est ce que je craignais. Ça glisse par Alyosha même, le saint. Par sa révolte, ça monte. Tourne même les textes fondamentaux au flux. Je sens les choses qui pivotent. Par Alyosha même, il ne reste qu'une possibilité, citer, réciter. Écoutez, de toute manière, c'est inutile car nous déchaînerons d'abord l'émeute. Nos partisans ne sont pas seulement ceux qui égorgent et incendient. Écoutez, l'affreux Pierre Stepanovitch, rougeoyant, parce qu'Alyosha l'a engendré, et tous les rouges grumeleux, je les ai tous dénombrés. Le maître d'école qui se rit avec ses élèves de leurs dieux et des nôtres. L'avocat plaidant la cause du meurtrier instruit et des nôtres. Les étudiants qui assassinent un moujik pour se procurer des sensations sont des nôtres. Les jurés qui acquittent un criminel avéré sont des nôtres. Le procureur qui, en son prétoire, tremble à la pensée qu'il n'est pas suffisamment libéral est des nôtres. Quant aux hommes de lettres, nous en comptons beaucoup, énormément, et de plus en plus décidés. Partout, des appétits monstrueux, inouïs. À mon départ pour l'étranger régnait la thèse de Littré qui prétend que le crime n'est qu'une anomalie du cerveau. J'arrive en Russie, et déjà le crime n'est plus une anomalie, mais précisément une idée tout à fait normale, presque un devoir, ou du moins une généreuse protestation. Donner seulement à cette génération le temps de croître. Dommage toutefois que nous ne puissions plus attendre. Dommage également que nous soyons abétis, grommela Stavrogin, en reprenant sa marche. Mais non, simplement un peu de bon sang frais. Noir, elle. Ah paix, voilà, ça recommence. Je pourrais essayer, dire que le sang n'est pas noir, rouge, il sera. Des règles d'Anne, qui est la femme du maître de Directo, qui est le patron de Létrécy, qui est le mari de Médroit, qui... Voilà, c'est recommencer. Et recommencer, le contraire de commencer. Exactement l'opposé. Je n'ai jamais commencé. Je ne suis pas sorti du recommencement, la répétition, jamais, pour déboucher sur la pensée une bonne fois. Non, ça recommence toujours et ne commence jamais. Une ignorance propageante, me propageant d'un élément à l'autre. Je peux essayer, dire qu'il n'y a pas de rouge, le vert, ce sera mouvant, tenace,
humide des sucs du domaine. Maintenant, il faudra ramer pour sortir du verre. Que le verre, essayons de l'infléchir, est la couleur du prince, de Madame de Lens, tel qu'il apparaît au biseau de la caverne, Médroit. Voilà, c'est en route puisque je suis ramené à MD. Et dire MD pour Médroit, ça ne simplifie rien, au contraire, ça ne fait qu'accélérer le mouvement up. Alors le livre, la politique du pire, locution toute grecque. Puisque je monte toujours tourne, faire ça, tracer les choses telles quelles, transcrire, je renonce à les connaître. Je n'ai pas de moyens, pas même un quelque chose à quoi les dire, une vitre en teint où je les verrai, si vaguement soit-il. Alors, les tracer telles quelles? Je ne peux rien faire d'autre qu'en finir, déposer les choses, hors de moi, telles quelles, bout à bout, oui. Oui d'ailleurs, ça ou autre chose. Les éléments vont par chaîne. Je les dépose comme ça. La résignation, le livre, dont les chaînes seront les chapitres, des noyaux de chapitres. Après, je les laisse se développer. Le livre est fait. Et le savoir empâté. J'ai pris sa place. Pas moi. Le livre. Je ne peux rien faire d'autre. Au moins dire ça, le nucléus. Feindre de commencer. Prendre une première chaîne, n'importe laquelle, puis toutes les autres. Puis je les reprends et je développe. Pour l'heure, je m'occupe. Ce n'est pas un commencement, mais ce n'est pas le tournoiement, le flux. La preuve, c'est que j'ai une vague mémoire. La dernière chaîne, c'était Médroit, ainsi appelé par moi. Recommencer le moins possible. Est-ce même moi qui l'ai appelé ainsi? Les choses se sont engendrées, installées. Elles sont là. Ne pas leur chercher des raisons qui se sont perdues. Les tracer telles quelles. Mais droit parce qu'elle dit toujours « c'est mon droit ». J'ai autant de droit à Cannes, par exemple. Ne pas recommencer tout de suite. Transcrire platement. Ce ne serait pas si mal. Je laisserai tourner après. Le livre sera expédié. Avec MD, j'essaie de faire semblant de commencer. Mes droits. Femme de Létrécy, lequel nom? Mes droits, grande garce. Son appétit incomblable. Donc, c'est la figure de l'aliénation qui est une idée, donc l'idée transparaîtra peut-être. Donc, continuer de feindre le commencement. Létrécy, son mari, idem, figure de l'aliénation, résumée par sa couleur, le brun excrémentiel, sa peur du sale, qui résume sa servilité, qui rampe en besoin de parvenir, qui se concrétise dans la fébrilité d'être directeur au sein de la grande famille des magasins directo. Couper les chaînes. Les magasins directo, individualisés dans la figure de leur maître, perversion d'individualiser ainsi les figures, lesquelles singularisent déjà les faits idéologiques en la puissance de ce maître, sa demeure des saules, à cause de la proximité du lac, son luxe, son ascension, sa légende, et la seule manière d'écrire le chapitre le sera par une biographie. Voilà le flux. Il n'y a pas d'autre terme pour cette fluviale dissolution où tout s'engendre et tournoie. Le flux, le concret, l'égarement, c'est tout un. La pullulation associatrice. Les choses s'échangent et s'incarnent. Dès lors, les méthodes pour vendre et produire, qui seraient le fait idéologique. Je ne les distingue plus du maître. Il les a absorbés dans son ascension, qui est la direction du flux, qui ne me présentent que des figures. Alors, elles tournent, elles appellent d'autres figures, par exemple, si je voulais dénoncer son prétendu bien réel, avant même d'essayer de penser, ce bien réel fait surgir les règles. Couper. Inutile de penser. C'est me livrer à mon propre jeu, le flux. Tracer tel quel aussi comme ça vient. Eh bien, Anne. Voilà la statue de Condillac retouchée, le petit extrait que je lis toujours en fin de rendez-vous.
Bah, écoutez, j'espère que vous avez passé une belle soirée. Euh, vous avez pas parlé? Bah, je vous ai pas posé de questions. Donc, bah voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez des belles lectures en cours, que vous avez, je sais pas ce que vous allez lire ce soir, par exemple. Moi, je sais que je reprends ce livre-là. Je vais continuer avec les statues, avec les jardins statuaires de Jacques Abeille. Ça va être mon livre de ce soir. Euh, voilà. Alors, je ne sais pas comment vous lisez, vous. Si vous avez un livre que vous prenez et que vous finissez, euh, si vous finissez les livres que vous lisez, que vous commencez, ou si vous en avez plusieurs. Moi, j'en ai toujours plein. J'en ai toujours plein. C'est assez rare que j'abandonne un livre. Ça m'arrive. Ça m'arrivait dernièrement. Je sais pas pourquoi. Voilà. Euh, et puis, en fait, c'est drôle parce que sur ma table de nuit, qui est une bibliothèque comme ça, hein, sur ma table de nuit, j'ai, je sais pas, là il y en a 6 ou 7 qui sont en lecture un peu suivie. Et suivant comment je suis le soir, si je suis très fatigué ou moins fatigué, ou je vais plutôt choisir tel ou tel livre. Euh, mais c'est pareil dans la journée, si j'ai envie de lire quelque chose, je vais choisir comme ça. Et puis il y a des fois, je me dis, ah, j'ai envie de lire, allez, j'ai envie de lire un truc sur le climat, sur l'urbanisme, sur l'architecture, voilà. Ou j'ai envie de lire un peu de poésie, ou j'ai envie de lire, voilà. Et ça va alterner. Ça m'arrive bien souvent le soir de prendre deux bouquins. Parce que je vais me dire, bah, par exemple, si je lis, là tout de suite, je suis en train de lire Jeu, voilà, de Yves Voland. Et vous avez vu la forme d'écriture de Yves Voland, hein, la statue de Condillac retouchée. C'est un style d'écriture qui est exigeant et qui demande pas mal d'attention. Donc, souvent, je commence par la statue, par Jeu. Voilà, j'en lis 5, 6 pages, 10 pages, 20 pages. Et puis après, je vais prendre quelque chose de plus léger. Donc voilà, j'ai Jacques Abeille, c'est un petit peu dans le même style que Volant. C'est aussi assez exigeant, mais l'histoire est quelque chose d'assez intéressant. Et puis je glisse sur différentes choses. Entre deux, je peux regarder mes mails. Enfin bon, voilà. Donc euh, j'ai pas obligatoirement une lecture comme ce que je vous ai dit de Murakami. Où ça m'arrive des fois. Hein, bah, Révolution territoriale, ça a été en une soirée. Et c'était une soirée. Voilà, j'ai commencé vers 11h et puis je devais finir vers 3h ou 3h. Enfin, je sais pas. Et Murakami, bah, j'ai dû commencer un truc vers 10h, puis j'ai passé la nuit. Là, c'était incroyable ce livre. Voilà. Et puis donc entre deux, bah, je me lis, voilà, j'ai des bouquins de poésie qui permettent d'aérer un peu l'esprit. Et puis j'aime bien terminer aussi. Alors je lis les infos entre deux, et puis je suis abonné au courrier, donc je reçois vers minuit et demi. Donc soit je l'ai lu à ce moment-là, euh, soit soit je lis à la fin, comme ça j'ai des nouvelles de ce qui s'est passé euh, dans la journée en gros. Puis les pages culturelles sont intéressantes. Voilà. Donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une belle soirée, de belles lectures, et puis normalement à mardi prochain. Je vous embrasse. Salut!